Mathieu Bock-Côté. Pour lui, les idées n'ont pas de frontières. Au contraire, les idées mènent le monde. Réflexion, observation, échange, critique, solution. Mathieu Bock-Côté. À quelques mois de l'ouverture des Jeux olympiques de Paris, la France craint l'attentat terroriste de Montréal. Je rejoins à Paris Mathieu Bock-Côté. Salut Mathieu. Bonjour! D'autant plus que la traditionnelle cérémonie d'ouverture qu'on a l'habitude de voir dans un stade, par exemple, ne se fera pas de cette façon-là à Paris. Ouais, c'est censé être en plein air. En fait, c'est une espèce de cérémonie qui se voulait très impressionnante sur la scène. Et puis mais ça exigeait des choses assez compliquées. Ça exigeait de sanctuariser, pour des raisons sécuritaires, toute une partie du territoire parisien. Ce qui fait que dans certaines parties de la ville, on aurait pu se promener seulement avec un code QR, souvenir covidien. Il fut un temps où on a parlé, mais là, la formule était vite congédiée. On s'est demandé s'il n'était pas nécessaire d'avoir une forme de confinement, de confinement olympique. C'est-à-dire encadrer les relations sociales pendant la période COVID. La formule était vite congédiée, je le précise. Mais le fait est que c'est quand même ça, c'est-à-dire pendant cette période-là, à Paris, il va y avoir, on ne sera pas dans une société de liberté à l'occidental, on va être dans une société d'autorisation. Donc pour entrer dans tel coin de la ville, même si tu y habites, tu vas devoir présenter tes papiers version contemporaine, donc le code QR et tout ça. Donc déjà, c'était mal parti, mais là, suite à ce qui s'est passé en Russie, mais pas seulement, donc l'attentat de Moscou vendredi dernier, eh bien, ils sont plusieurs, et on en parle aujourd'hui à Paris, à se dire il faut trouver un plan B pour la cérémonie d'ouverture, parce que nous redoutons, disent les services de sécurité, un attentat à l'arme de guerre, donc parce que ça serait beaucoup trop exposé, et là le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, en parlait tout récemment. Il dit régulièrement, on réussit à empêcher des attentats islamistes. Donc, les attentats islamistes petit registre, c'est-à-dire des illuminés qui arrivent avec leur couteau puis qui poignardent, bon. Et des attentats plus organisés. Le stade ultime, c'est le Bataclan, disons comme ça. Puis il y a des entre-deux. Or, qu'est-ce qu'on redoute, en fait? On semble redouter en ce moment un attentat style Bataclan, mais dans le cadre des Jeux olympiques, alors que le monde entier regarde la France, alors que le monde entier va regarder Paris. Donc, pour ceux qui rêvent de transformer ces Jeux en scène de carnage, la scène est presque trop belle. Puis la possibilité de sécuriser un espace ouvert en public au plein air, c'est quand même fichtrement plus compliqué que sécuriser un stade où c'est déjà possible par ailleurs de lancer de faire un attentat. Donc, qu'est-ce qu'on voit à travers ça? Il y a deux éléments. D'un côté, la France s'est lancée dans ces jeux-là dans ces rôles. Quand on parle aux Français, je connais à peu près aucun Français qui est heureux d'avoir des Jeux olympiques. Ils parlent des JO, comme ils disent. Ils en parlent à la manière d'une fatalité. Ils disent, bon, il y a les JO. Donc, à Paris, les gens se disent, de quelle manière tu vas te sauver pendant les JO? Déjà que les Parisiens quittent Paris normalement au mois d'août, mais là, il y a cette idée, comment éviter, puisque la circulation va être limitée, la vie va être impossible pendant cette période-là. Mais là, puisque s'ajoute à ça le facteur sécuritaire, dont on parlait depuis un temps déjà, il y a Thibault de Montbrial, qui est un expert en sécurité, qui parlait de ça régulièrement sur les différentes télés, les différentes radios. Donc là, la question, c'est si en plus s'ajoute le facteur sécuritaire, donc déjà que ces jeux avaient un côté pesant, un côté lourd, c'était bordel, c'est les jeux, qu'est-ce qu'on va faire avec ça, puis ça coûte cher en plus. Et puis, je précise que c'est assez particulier, puisque ils vont être en bonne partie dans le 9-3. Le 9-3, bon, c'est la Seine-Saint-Denis, qui n'est pas nécessairement l'endroit le plus sécuritaire sur Terre. Donc, que fait l'État français en ce moment, notamment les services de sécurité? Ils cherchent à nettoyer la place, entre guillemets, en chassant du territoire, en dispersant hors du territoire du 9-3 les populations, les gens les plus dangereux, ou à tout le moins, qui cadrent le moins avec une forme d'hygiénisme social propre au jeu, du genre, faut pas qu'il y ait de soucis. Donc, il y a souvent des SDF, donc des itinérants, ou des migrants clandestins, ou des irréguliers qui sont dispersés à travers la France, répartis à travers la France, pour éviter qu'ils ne causent problème en étant dans le paysage à ce moment-là. Tu sais, c'est déjà quand même, c'est original. Et d'ailleurs, les villes qui les reçoivent, on l'a vu avec Orléans, on a dit, mais là, pourriez-vous au moins nous avertir que vous nous envoyez ça? Donc,
insécurité de base. Le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, avait dit, faites-vous-en pas, le degré de sécurité va être beaucoup plus élevé pendant les Jeux qu'en temps normal. En gros, il faut être assurer une plus grande sécurité aux touristes qu'aux Français ordinaires qui vivent là. Mais là, s'ajoute à ça donc l'hypothèse sécuritaire, l'hypothèse terroriste. J'ai l'impression que les gens regardent ça avec se disant, mais dans quel foutoir nous sommes-nous lancés? Donc, reste à voir ce que ça va être, mais dans la conversation publique française, en ce moment, aujourd'hui, les JO, les Jeux olympiques, c'est moins la question de l'exploit olympique qui s'impose que la question des enjeux de sécurité immenses qui sont liés à cet événement qui se rapproche et qui pourrait effectivement, on espère de tout notre cœur que ce ne soit pas le cas, mais qui pourrait basculer, qui à tout le moins, d'une manière ou de l'autre, sera ciblé. Je devine que les services de sécurité vont être d'une efficacité redoutable et vont empêcher les frappes, mais ce qui est certain, c'est que le signal est envoyé partout en France en ce moment, l'alerte attentat est très élevée, et les JO, c'est vu comme le moment où ça pourrait basculer. Mathieu, au Canada et au Québec, on parle beaucoup de la crise du logement actuellement. Et là, il y a eu une annonce prébudgétaire de Justin Trudeau qui veut créer une sorte de charte canadienne des locataires. Et là, rapidement, le Québec a dit, attention là, encore, on empiète dans les compétences du Québec. Non, mais c'est assez fascinant ce que font ces gens d'Ottawa. C'est-à-dire, ils sont incapables de gérer leurs propres compétences. C'est-à-dire, ce pourquoi ils existent. Déjà, on dit toujours qu'ils ne sont pas obligés d'exister, à mon avis. C'est un niveau de gouvernement dont on pourrait se passer au Québec. Hein. Comme disait Stéphane Gobeil, autant le conseiller de François Legault, autant où c'était un souverainiste ardent, alors que je devine aujourd'hui que c'est un closet souverainiste, comme on dirait, un souverainiste dans le placard, les circonstances l'exigent. Stéphane Gobeil disait qu'il y a un gouvernement de trop. C'est-à-dire que le Canada est un pays qui fonctionne au dédoublement administratif, au dédoublement technocratique. C'est un pays où on a 2 fonctionnaires pour faire une seule tâche, et puis en plus, puisqu'ils sont 2 pour la faire, eh bien, ils finissent souvent par se contredire, donc par neutraliser leur action et leur efficacité. Il y a du génie dans le Canada. Quoi qu'il en soit, Justin Trudeau veut donc, lui qui n'est pas capable de s'occuper correctement de la défense est une calamité au Canada, lui qui n'est pas capable d'assurer la protection des frontières, ce qui fait qu'on a des vagues migratoires à répétition qui déstabilisent le pays, lui qui est incapable, et ça c'est pas un détail non plus, d'assurer le domaine de sécurité qui est le sien, il y a une montée de l'insécurité qu'on peine à nommer, mais qui est bien réelle au Canada en ce moment, mais là il décide de s'improviser premier ministre de toutes les provinces. C'est pas surprenant, parce qu'Ottawa a la vilaine habitude de toujours vouloir coloniser les champs de compétences provinciales, ça remonte à la guerre. Ça, faut toujours... Moi, j'aime les rappels historiques. Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, une question qui s'impose, c'est comment construire un État-providence canadien. Comment construire un État-providence canadien? Puis là, il y a parmi les théoriciens de la chose, ça vient de l'Ouest canadien, mais il y a aussi Maurice Lamontagne, qui est une figure qui compte chez les intellectuels québécois à l'époque, mais qui est très fédéraliste. Puis il dit, ça va se construire à Ottawa. Et les provinces, c'est comme des obstacles. Les provinces, c'est des entités politiques résiduelles d'une époque antérieure. Et pour construire un État-providence fort, il faut le faire d'un océan à l'autre. Et c'est Ottawa qui va donner l'impulsion, Ottawa qui va donner le lead, puis les provinces à la rigueur qui se contentent d'en gérer le développement. C'est pas comme ça que ça s'est passé. L'État-providence est construit par les provinces essentiellement. Et ça, c'est par les compétences qui leur étaient accordées d'ailleurs par la Constitution. Je note que Jacques Parizeau lui-même, qui à l'époque, avant d'être indépendantiste, disait il faut qu'il y ait un État fort qui organise l'État-providence. Et si c'est pas l'État keynésien même, il dit si c'est pas Ottawa, il faut que ça va être Québec. Les Québécois n'accepteront pas que ça va être Ottawa, donc ça va être Québec. Bon, c'est une histoire longue, mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, Ottawa a une frénésie d'intervention dans les champs de compétences provinciales. Ottawa veut s'emparer de tous les champs de compétences. Et donc, dès qu'une question touche les citoyens, ils s'en mêlent. Et là, la question des compétences provinciales devient, aujourd'hui, on n'en parlait plus pendant longtemps. Hein, c'est le droit constitutionnel, on en parlait il y a quelques jours avec propos de Patrick Taillon. Le droit constitutionnel avait été laissé de côté, puis on s'intéressait davantage aux droits et libertés version Charte des droits de Trudeau. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Il y a une nécessité de revisiter, tant qu'on est encore dans ce pays-là, la défense des droits constitutionnels des provinces. Et parmi ceux-là, il y a le fait qu'Ottawa n'a pas à se mêler d'une charte des locataires ou quoi que ce soit. C'est pas son domaine. Il va en plus être incompétent. Il va en plus se mêler de ce qui ne le regarde pas. Il va en plus empiéter sur nos domaines de liberté collective. Qu'Ottawa reste chez lui et s'occupe de ses affaires. Encore doit-il être capable de savoir c'est quoi ses affaires. Un petit détour par la Belgique maintenant. Explique-nous ce qu'est le cordon sanitaire en politique. Ouais. Je me permets d'en parler parce que c'est un sujet d'actualité en Belgique en ce moment, mais qui peut nous parler un peu partout en Occident. Donc, en gros, en Belgique francophone, je ne parle pas de la Belgique flamande, en Belgique francophone, il y a cette idée que les médias doivent assurer un cordon sanitaire pour empêcher les intellectuels ou les partis ou les mouvements d'extrême droite, entre guillemets, d'avoir accès à l'espace public.
Comme d'habitude, on voit, c'est que la définition de l'espace de l'extrême droite est très, très extensive, puis globalement, tout ce qui est à droite du centre-gauche finit par se retrouver à l'extrême droite. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que là, il vient d'avoir, donc c'est vraiment 2 pays en un, la Belgique. À l'arrière, presque un 3e avec Bruxelles. Donc là, cela dit, il y a une espèce de choc politique en ce moment, parce que le parti qui gouverne le pays notamment, qui participe au gouvernement du pays, la NVA en Flandre, a présenté exceptionnellement une liste pour les prochaines élections en Wallonie. Donc, il présente des candidats en Wallonie. Là où il y a un cordon sanitaire, puis on se dit, ben là, ces gens-là, nous, on les traite d'extrême droite, on veut pas les voir participer au débat, mais ils participent au gouvernement du pays. Donc, comment on fait pour ne pas inviter à la télévision, à la radio, dans les journaux, des gens qui participent au gouvernement d'un pays? Dire ça, c'est l'antidémocratie à la puissance 1000. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Il y a un débat en Belgique en ce moment sur est-ce qu'on doit maintenir ou non le fameux cordon sanitaire contre les idées d'extrême droite. Et à travers ça, qu'est-ce qu'on voit? Mais c'est à quel point le concept d'extrême droite aujourd'hui sert essentiellement à dire cet homme est méchant, ne lui parlez pas, ne l'invitez pas. Pourquoi est-il d'extrême droite? On le justifiera pas, c'est pas grave, l'essentiel c'est de lui coller l'étiquette, comme lui marquer au fer rouge de l'infréquentabilité. Nous ne lui parlerons pas, c'est un élément dangereux, c'est un homme dangereux, ne lui parlons pas, ne l'invitons pas. De ce point de vue, c'est un concept qui est profondément, le cordon sanitaire, antidémocratique, et le concept d'extrême droite lui-même rend fou, parce que ça consiste finalement à, dès qu'on le colle à quelqu'un, eh bien, on chasse du débat public quelqu'un qu'on n'aime pas, puis on colle cette étiquette-là très généreusement pour ne pas avoir à débattre avec les gens qui pensent pas comme nous. Ça se passe en Belgique francophone, mais indirectement, ça se passe un peu ailleurs dans le monde, et ce qui se passe en Belgique, qui débattent de ces questions-là aujourd'hui, ça peut avoir un écho sur notre propre conception du pluralisme politique et idéologique au Québec. Et il faut en être conscient. Merci Mathieu, Absolument. Bon épisode. Bye bye.